Madame, monsieur, vous êtes en direct sur Télé Africa dans le cadre de votre émission Le Métronome. C'est parti pour une nouvelle semaine de débat, de décryptage sur les sujets qui font l'actualité dans notre pays. Et on commence la semaine en abordant des sujets dans le secteur éducation. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de votre émission Le Métronome Alain Mwangwadi. Il est le secrétaire général de la Fédération syndicale des enseignants de l'éducation nationale, qui est également membre de la CONACYCED. Alain Mwangwadi, merci d'être l'invité du Métronome. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là donc pour que nous fassions le point sur un certain nombre d'activités liées directement à votre fédération syndicale, donc la FECNA, qui a d'ailleurs fait sa rentrée syndicale il y a quelques semaines dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Je l'ai dit, vous êtes membre de la CONACYCED. Dans l'émission, on abordera évidemment la prochaine rentrée de la CONACYCED, prochain congrès donc prévu le samedi prochain. Donc voilà, à Libreville. Mais vous êtes aussi membre d'une coalition Sénat, Oui, CONACYCED. tout à fait. C'est bien ça? La CONACYCED, disons, c'est un regroupement de plusieurs syndicats dont la FECNA fait partie. Et l'année dernière, nous avons Donc en 2021. Nous avons créé une coalition pour essayer de faire avancer les choses avec nos camarades du Sénat. Et lors de cette coalition, nous avons posé plusieurs problèmes au gouvernement. Nous allons évoquer certains de ces problèmes pendant notre échange. Mais évidemment, et parmi les points qui étaient sur la table du gouvernement posés par la coalition Sénat CONACYCED, il y avait votre appel à l'organisation de concours internes. Et il semblerait qu'en ce qui concerne justement ce point relatif à l'organisation de concours internes, vous ayez finalement eu gain de cause, c'est bien ça? Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, la CONACYCED, la coalition Sénat-CONACYCED avait demandé l'organisation du concours parce qu'on avait passé, il y avait eu pratiquement 7 ans que le concours n'avait pas été organisé. Et vous savez que quand on n'organise pas le concours, que la loi donne la possibilité aux enseignants et aux autres agents de l'éducation nationale de progresser dans leur carrière à travers les différents concours organisés. Malheureusement, depuis 2016, il n'y avait plus jamais eu le concours interne et nous nous sommes battus avec nos camarades du Sénat pour que ce concours soit organisé. Il a effectivement été organisé l'année dernière, en 2022. Et en ce moment même, les stagiaires sont en formation à l'ENES et à l'ENI. Alors, ce sont des stagiaires des écoles, de l'école normale supérieure et l'école normale des instituteurs. Donc, c'était des instituteurs qui étaient en B1, qui sont en B1 pour le moment, qui souhaitent aller qui étaient en B2, pardon, qui veulent aller en B1, et certains instituteurs également qui veulent devenir des professeurs de collège ou des professeurs qui veulent changer de grade ou certains qui peuvent devenir des conseillers pédagogiques et encadreurs en général. Alors, ces concours internes ont une importance, évidemment, pour les personnels, pour le corps enseignant, je veux dire, bien même sûr, pour et même pour l'administration, même pour le système éducatif gabonais. Par exemple, le corps d'encadrement est en déficit dans beaucoup de disciplines. Dans certaines disciplines, on ne trouve que 2 ou 3 inspecteurs. Donc, le besoin est là, parce que logiquement, il faut avoir plusieurs inspecteurs pour nous permettre d'évaluer et d'encadrer tous les enseignants en activité dans nos salles de classe. Mais malheureusement, le processus a été plus ou moins bloqué. Et après cette année, nous avons pu obtenir près d'une 60aine d'inspecteurs qui seront en formation, qui vont sortir dans 2 ans, et plus de 90 conseillers pédagogiques repartis dans différentes matières qui seront également en service dans 2 ans. C'est déjà une bonne chose. Sauf que là où il y a problème, c'est parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à obtenir un chronogramme d'organisation de concours. Nous ne voulons plus retomber dans les mêmes situations. Nous allons attendre 6 ou 7 ans ou peut-être 10 ans pour avoir le prochain concours. Mais l'organisation, vous coupez, l'organisation de ces concours internes est encadrée par la loi. Oui, il n'y a pas les textes, les choses ne sont pas clairement dites. Parce qu'il y a quelques années, il se déroulait pratiquement chaque année. Nous comprenons que si nous le faisons chaque année, ça va peut-être creuser le déficit parce que nous savons qu'entre-temps, l'administration n'a pas organisé des formations avec les externes. Donc, il n'y a pas eu de concours externes qui permettraient de remplacer
ceux qui vont en stage. Donc maintenant, nous ne voulons pas que ceux qui sont en activité soient un peu les victimes de cette situation. Nous souhaitons déjà que le gouvernement, que l'administration organise le concours externe pour permettre aux jeunes diplômés des écoles, des universités et grandes écoles d'accéder aux carrières enseignantes, parce que le besoin est là, tout le monde sait que le déficit a été évalué, et nous souhaitons que ce concours interne ait lieu et qu'il y ait une programmation sur un temps précis. On dirait, nous, en tant que syndicat, nous demandons 2 ans pour que tous les 2 ans, le concours interne soit organisé pour nous aider à combler le déficit qu'il y a en encadrement pédagogique et en enseignement. Alain Mouangouadi, est-ce que les carrières enseignantes font encore rêver au Gabon? On sait que lorsqu'on a accédé à l'indépendance en 1960, évidemment, on avait un pays à construire. On était en train de mettre en place l'administration au sens général et que le métier d'enseignant, évidemment, était un métier qui faisait rêver. Est-ce qu'en 2022, au XXIe siècle, les carrières enseignantes font encore rêver? Aujourd'hui, quand on a l'impression d'être dans une sorte de piège, parce que quand beaucoup de jeunes enseignants, il y a des gens de 21 ans qui acceptent de venir enseigner, parce qu'ils se disent... C'est par défaut, c'est par la force des choses. Est-ce qu'il y a encore la vocation? Est-ce que c'est la vocation? Non, beaucoup ne viennent peut-être pas par vocation, beaucoup découvrent la vocation en pratiquant. C'est-à-dire que quand ils viennent, quelquefois, parce qu'ils aspirent à trouver un emploi. Et il ne faut pas que l'administration piège ces jeunes gens qui arrivent, parce que quand ils viennent, ils se disent qu'ils vont dérouler leur carrière. Il y en a qui viennent à 21 ans, il est instituteur, au bout de 5 ou 6 ans, il peut devenir professeur de collège, 5 ou 6 ans plus tard, il peut devenir professeur de lycée, mais malheureusement, l'administration a verrouillé ce processus qui était attrayant. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait, au lieu d'aller, par exemple, aller en faculté où il va se dire qu'il va peut-être perdre 3, 4, 5 ou 6 ans, il vient parce qu'il a envie de dérouler sa carrière. Mais malheureusement, quand nos petits frères voient que nos carrières ont été plus ou moins verrouillées, il n'y a plus d'activité. Verrouillé dans quel sens? Verrouillé dans le sens où l'administration nous donne la possibilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'agent public, nous entrons, une fois que nous avons été stagiaires et titularisés, au bout de 5 ans, l'administration nous donne la possibilité, de repartir en stage pour se perfectionner. Sauf que pendant plusieurs années, cette possibilité a été verrouillée par l'administration, d'abord en s'appuyant sur les mesures d'austérité, mais pour d'autres considérations que nous ne maîtrisons pas. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'en tant qu'agent public, nous ne soyons pas pénalisés. Nous voulons que la loi soit respectée. Si la loi nous donne la possibilité d'aller régulièrement en stage, nous, en tant que syndicat, nous souhaitons que nous accorder avec l'administration pour que le chronogramme des concours soit clairement fixé. Alors, selon vous, en termes de formation, en termes comptables, c'est au moins combien d'enseignants qui doivent sortir justement chaque année pour essayer de combler le déficit qui est constaté aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, quand nous faisons le calcul, nous pensons qu'il y a à peu près un déficit de près de entre 1000 et 2000 enseignants, que ce soit au primaire et au secondaire. Parce qu'au départ, on pensait avoir comblé le déficit. Sauf qu'entre-temps, les enseignants meurent, les enseignants vont à la retraite. Et il n'y a pas un remplacement automatique. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a un processus qui crée le déficit, qui renforce le déficit. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que les équilibres soient respectés. Nous pouvons faire un calcul simple. Nous savons qu'en fonction des dates de prise de service ou des dates ou de l'âge de chaque agent public, on peut déterminer l'âge de départ à la retraite. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une planification de toutes ces choses, que le gouvernement organise régulièrement les concours, déjà pour permettre aux jeunes qui veulent embrasser la carrière enseignante de trouver un emploi, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes Gabonais qui sont à la quête d'un emploi et l'enseignement pourrait être une opportunité d'emploi. Mais nous voulons que tous ces concours, que ce soit internes ou externes, soient programmés, qu'on sache que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que nous voulons combler un tel déficit qui est d'ailleurs connu par l'administration et par le gouvernement, que nous nous œuvrons pour combler ce déficit. Alors, vous parlez de combler le déficit, évidemment, qui est criard parfois dans certaines régions du Gabon. Oui, certaines régions du Gabon, notamment les plus reculées, et dans certaines disciplines, justement. Alain Mouangouadi, vous êtes du secteur de l'éducation, patron de la FESENA. Aujourd'hui, qu'en est-il du déficit observé dans le domaine des matières scientifiques? Encore aujourd'hui, à Libreville, la capitale du Gabon, il y a des établissements où on constate... Il n'y a pas d'enseignants de mathématiques
malheureusement. Comment on peut l'expliquer? Mais justement, c'est par le fait qu'on n'a pas su planifier les recrutements d'enseignants, les formations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le concours de l'ENS externe, ça fait logiquement 2 ou 3 ans que ça n'a pas été organisé. Or, il y a eu des salles de classe en construction. Si on a construit des salles de classe, forcément, il faut bien recruter les enseignants qui vont avec. Donc, le déficit, c'est vrai, est créé par le fait qu'il y en a qui vont à la retraite, mais aussi par le fait qu'il n'y a pas une planification des recrutements et de formation d'enseignants au niveau du secteur. Quand vous parlez de formation ou de planification de recrutement au niveau du secteur formation dans l'éducation nationale, en ce qui concerne les matières scientifiques, alors c'est un problème de planification selon vous ou c'est un problème finalement d'absence on va dire quoi, de personnel, de personnel oui, qui souhaiterait justement être formé dans ce domaine-là? Au départ, il y avait le fait que beaucoup ne s'intéressaient pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort de l'USTM avec sa maîtrise en mathématiques, l'éducation ou la formation, l'enseignement n'est pas son premier choix. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes Gabonais qui aspirent à venir enseigner. Mais maintenant, la difficulté, c'est que depuis 2 ou 3 ans, le concours externe pour la formation des enseignants des maths et sciences physiques n'a pas été organisé. Donc vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, le ratio est important en termes de candidats disposés à pouvoir être formés dans le domaine des matières scientifiques. Il y a de plus en plus de jeunes Gabonais qui veulent devenir professeurs de maths, de sciences physiques. Il y a plus en plus de jeunes ingénieurs qui ont des diplômes d'ingénieurs en électromécanique et autres, en télécommunication, qui peuvent enseigner les sciences. Qui peuvent, oui, bien sûr. Qui veulent enseigner, mais non, qui peuvent enseigner. Puisqu'ils demandent. Il y a aujourd'hui des dossiers en recrutement direct au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'au niveau du ministère, bon, évidemment, vous êtes un partenaire du ministère de l'Éducation nationale, vous n'êtes pas celui qui élaborait, vous les partenaires sociaux, ce n'est pas vous qui élaborez la politique publique au niveau du Gabon en matière d'éducation, oui. On l'a bien compris, mais est-ce que vous pensez que, est-ce que le problème n'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce serait faire en sorte que le ministère de l'Éducation nationale lance une véritable politique dans ce sens, dans le sens de la formation justement des enseignants gabonais spécialisés dans les matières scientifiques. C'est-à-dire qu'on les incite, qu'il y ait une véritable volonté affichée par les pouvoirs publics de former davantage dans ce domaine. Bon, déjà, vous vous souvenez que l'année dernière, le ministère a lancé un projet de recrutement des vacataires. Il était anormal de penser à recruter des vacataires. Moi, je pense que ce projet peut être transformé en projet de recrutement direct. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a un vivier de potentiels enseignants. Il faut donc que le gouvernement qui met à la disposition du ministère des postes budgétaires mette à la disposition du ministère de l'Éducation nationale un certain nombre de postes budgétaires. Maintenant, nous, en tant que partenaires du ministère de l'Éducation nationale, nous pouvons nous asseoir pour voir quel est le véritable déficit. Parce qu'au cours de notre grève l'année dernière, nous avons, dans les conclusions sur lesquelles nous sommes accordés, nous souhaitions qu'il y ait un recensement des enseignants, qu'on sache réellement qui fait quoi et où, et quel est réellement le déficit. Malheureusement, ce processus qui aurait dû commencer depuis l'année dernière n'a pas commencé. Mais si aujourd'hui nous entendons par exemple le ministre qui parle de déficit de près de 2000 ou 3000, je suppose qu'ils ont fait ce recensement sans nous, mais il faut déjà commencer par faire ce recensement. Une fois qu'il sera connu, le processus de recrutement des agents, parce que ce qu'il faut, c'est juste des postes budgétaires pour ne pas faire travailler des enseignants pendant plusieurs années sans salaire. Surtout qu'aujourd'hui, par exemple, il y a encore beaucoup d'enseignants qui sont en activité dans les salles de classe, qui n'ont pas de salaire, qui ont des pré-salaires. Nous espérons que le gouvernement, dans le processus de régularisation, va commencer par mettre ses jeunes collègues en solde qui travaillent pour certains depuis bientôt 6 ou 7 ans avec des pré-salaires. Alain Mwangou a dit, évidemment, dans la longue histoire de l'éducation nationale au Gabon, il y a eu plusieurs campagnes de recrutement d'enseignants hors des frontières gabonaises. Quid de cette pratique aujourd'hui? Non, nous ne pouvons pas en tant que syndicat accepter le fait qu'on aille recruter ailleurs. Parce que l'éducation est un domaine de souveraineté. Si au départ, il y avait un déficit et que nos frères d'ailleurs sont venus nous donner un coup de main
Mais je crois nous avons l'obligation de sortir de ce processus pendant que ceux qui sont venus d'ailleurs vont à la retraite. Nous devons plutôt les faire remplacer par des jeunes Gabonais. Maintenant, si, lorsqu'on lancera, par exemple, la campagne de recrutement et que nous n'avons pas la main-d'œuvre, en ce moment-là, nous pourrons voir comment on peut aller prendre ailleurs. Mais c'est à nous aussi de créer des stratégies pour intéresser les jeunes à venir dans l'enseignement. Chaque année, il y a des bacheliers, par exemple. C'était déjà prévu par la loi d'orientation. S'organiser, que l'ENS prenne, par exemple, certains bacheliers qui ont un certain âge, les envoyer en formation alternée, formation et, disons, présence sur le terrain. Mais c'est à nous de réfléchir pour qu'on trouve un modus vivendi qui va nous aider à combler le déficit. Une fois qu'on aura comblé le déficit, on va maintenant œuvrer à chaque fois remplacer ceux qui iront au fur et à mesure en retraite. Est-ce que le problème ne se situe pas au fait que le métier d'enseignant est mal connu finalement au Gabon? Moi j'ai vu hors de nos frontières certaines campagnes de recrutement qui sont menées par l'armée, par exemple en France. Lorsqu'on veut recruter dans la marine, on fait des campagnes, on fait des portes ouvertes, on va sur les réseaux sociaux pour vendre justement la marine. Est-ce qu'aujourd'hui le métier d'enseignant est suffisamment vendu au Gabon quand on sait que depuis 1990, vous êtes entré dans un cycle répétitif de grève? Est-ce que ça n'a pas fini par impacter négativement sur votre métier? Vous savez, lorsque on revendique, c'est parce que nous voulons rendre notre métier attrayant. Ce qui attire au premier regard, c'est la rémunération. Donc, nous souhaitions, à l'époque, quand nous avons demandé la PIF, que les enseignants soient correctement rémunérés. Et vous avez constaté, au départ, il y avait un déficit en enseignant du primaire. Beaucoup de jeunes gens sont venus dans l'enseignement primaire parce qu'ils savaient qu'il y avait à côté la PIF. Il y avait encore un petit blocage au niveau du secondaire. Certains choisissaient entre les métiers de l'économie ou des finances. C'est quand ils étaient peut-être coincés qu'ils revenaient après au niveau de l'éducation nationale. Mais c'est à nous de rendre le métier attrayant. Vous, partenaires sociaux ou ministère de l'Éducation nationale? C'est-à-dire le secteur éducation, le ministère de l'Éducation nationale. Dans plusieurs pays du monde, les enseignants sont les agents les mieux rémunérés. Et pourquoi au Gabon? Mais au Gabon, les enseignants ne sont pas les parents pauvres en termes de rémunération. Ils ne sont pas les parents pauvres. Mais vous pouvez énumérer les acquis que vous avez pu obtenir grâce à vos grèves depuis 1990, on est bien d'accord. Oui. Au niveau de l'administration générale, les agents publics, vous n'êtes pas les plus mal lotis. Nous ne sommes pas les plus mal lotis, mais nous sommes ceux qui travaillons aussi le plus. Et vous avez trois mois de vacances. Non, nous travaillons, même pas nous quand nous sommes en vacances, nous travaillons. Il faut bien réfléchir à ce qui va se faire. Et nous travaillons chez nous et à l'école. Non, nous méritons d'être mieux rémunérés. Parce que si nous voulons que notre école, si nous voulons faire du Gabon un pays émergent... Mais vous avez eu des acquis à Lemangwadi quand même, en termes de rémunération, en termes de primes de transport. Dites-moi, vous pouvez comprendre qu'un enseignant de catégorie A1, qui travaille depuis plus de 20 ans, soit payé à 600 000 francs. Vous pouvez le comprendre? Et un enseignant du primaire ou du secondaire? Je parle d'un enseignant du secondaire, qui travaille depuis 20 ans. Notre loi a prévu des méthodes ou des stratégies qui peuvent... Des mécanismes. Des mécanismes qui nous permettent, au bout de plusieurs années, à avoir des bons salaires. Sauf que ce qui devient une revendication, qui n'aurait pas dû être la situation administrative, bloque tout le processus. Nous avons des jeunes qui entrent dans la fonction enseignante. Ils se retrouvent 15 ans après avec le même salaire. Or, notre loi, le statut général des fonctionnaires, le statut général de la fonction publique, prévoit des augmentations salariales tous les 2 ans. Vous êtes en train d'aborder le point relatif à la régularisation des situations administratives. Qu'en est-il de réclassement aujourd'hui dans le secteur éducation? Lorsque nous étions en grève l'année dernière, le ministre de la fonction publique avait fait une communication, comme pour faire croire ou pour faire dire à la communauté nationale que la grève des enseignants était injustifiée. Au cours de cette communication, elle avait dit que tous les réclassements après stage aboutiraient au mois de mai 2022. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Il y a encore beaucoup d'enseignants et encadreurs pédagogiques qui attendent toujours la régularisation de leur réclassement après stage. À côté des réclassements après stage, il y a les titularisations
Il y a les intégrations, parce qu'on a comme l'impression dans notre administration que dès que quelqu'un est recruté, c'est-à-dire qu'il a un salaire, on se dit que c'est la fin. Non, c'est tout un processus. Après le recrutement, il doit avoir l'intégration. Après l'intégration, la titularisation. Et après la titularisation, il doit avoir tous les 2 ans, 3 ans, des avancements automatiques. Ce sont ces avancements-là qui vont permettre à cet argent de se retrouver au bout de quelques années avec un salaire conséquent. Vous êtes tributaire, évidemment, de ce travail en amont qui est élaboré par le ministère du Budget et de la fonction publique. Est-ce que vous mesurez la difficulté de l'exercice pour le patron de l'éducation nationale, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas la marge de manœuvre suffisante qui lui permet de pouvoir faire aboutir toutes ces revendications-là? Monsieur Silange Pambou, nous avons entendu dire que le ministère de l'Éducation nationale est un secteur prioritaire. Et quand on a un secteur prioritaire, on met les moyens pour que ce secteur rayonne, pour qu'il brille, pour qu'il impacte les autres administrations. Nous sommes d'accord que si les Gabonais sont bien formés, bien enseignés, forcément, beaucoup de choses vont être réglées. Donc, nous, en tant qu'enseignants, en tant que partenaires du secteur de l'éducation, nous ne voulons plus que les enseignants soient des victimes des blocages inutiles. Nous voulons tout simplement que la loi soit respectée. Faire respecter la loi, c'est-à-dire que dès que vous signez votre prix de service, logiquement, vous avez droit à la fin du mois à votre salaire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons plusieurs promotions de l'école normale qui attendent toujours d'être recrutées. Nous ne pouvons pas concevoir qu'il y a un besoin en enseignants et qu'aujourd'hui, des enseignants ne sont toujours pas affectés. Ils sont obligés de faire comme une sorte de mendicité, aller voir les autorités pour être affectés. La disponibilité des postes budgétaires. Mais justement, ça veut nous dire que là, il y a un problème. Nous savons, tous aujourd'hui, les évaluateurs, les économistes, peuvent faire des petits calculs élémentaires. On peut savoir le nombre d'enseignants dont on aura besoin dans 10, 15, 20 ans, à partir de l'augmentation de la population. Alors, allons-y dans une véritable planification. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on commence par, d'abord, régler le problème du déficit. Une fois qu'on aura réglé le problème du déficit, en ce moment-là, on passe dans une véritable programmation. C'est pourquoi, d'ailleurs, parmi nos revendications, il y a quelques années au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y avait l'adoption d'une loi de programmation au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Cette loi de programmation pourrait tenir compte des recrutements des enseignants, mais également des infrastructures, qu'on sache au bout de plusieurs années combien de salles de classe dont on aura besoin et combien d'enseignants dont on aura besoin. Et une fois que ces enseignants sont formés, ils sont affectés et automatiquement rémunérés. Ça peut se faire. La difficulté, si je peux parler des difficultés, c'est le fait que ce soit finalement des problèmes transversaux qui ne concernent pas que le secteur éducation. Il y a un ensemble de ministères. Comme vous le savez, évidemment, quand vous parlez de planification au niveau des infrastructures, on peut voir le ministère de l'équipement, évidemment le ministère du budget. Nous sommes d'accord avec tout cela. Sauf que je réitère, il ne faut pas que pour nous, secteur prioritaire soit un mot. Il faut que ce mot ait tout ce sens. Quand c'est prioritaire, on peut quelquefois casser tous les verrous qui créent le blocage. Nous le savons, lorsqu'il y a un engagement des plus hautes autorités, beaucoup de choses peuvent être décomptées. Donc, ce que nous voulons, nous souhaitons tout simplement que ce secteur soit considéré à sa juste valeur et que chacun des acteurs, parce que nous savons aussi qu'au gouvernement il y a une certaine solidarité, lorsqu'on veut régler les problèmes, nous savons qu'il est possible de le faire. Mais il faut donc qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, comme nous le disons, le travail préalable d'identification des déficits et des besoins autres soit fait, et je crois que c'est fait, parce qu'au cours des échanges, nous savons que beaucoup de choses se font, mais maintenant, nous voulons que la part qui revient au ministre du Budget, au ministre de la fonction publique, soit également clairement élaborée pour ne plus créer des blocages inutiles. Parce que tout ce que nous voulons, comme nous l'avons dit, c'est de faire que l'enseignant se sente heureux dans sa salle de classe. C'est pourquoi, lors de notre communication de rentrée scolaire, nous avons dit qu'il n'est pas question d'aller dans des dialogues où on se parle tous les jours, mais on ne voit pas la concrétisation de ce qui s'est dit. Nous voulons que le dialogue social, comme on le dit, mais c'est grâce au dialogue que vous avez finalement eu comme acquis la reprise des concours internes, non? Je suis d'accord. Si vous faites la politique de la chaise vide, est-ce que vous pensez que les autres points de revendication seront résolus? Nous ne faisons pas la politique de la chaise vide. Sauf que, je rappelle, après le concours l'année dernière, nous attendons toujours les situations administratives. Et
logiquement, on peut même faire une planification. C'est-à-dire que, puisque la raison qu'on nous donne, que c'est un problème de budget, on peut nous dire, OK, voici ceux qui ont leur situation déjà régularisée, comme on dit au niveau de la fonction publique. Ça veut dire qu'il y a déjà un arrêté qui a été pris. Quand l'arrêté est pris, on attend la mise en solde. Parce que quand vous laissez les gens dans l'incertitude, on se dit que rien n'est fait. Or, on peut rentrer dans une sorte de stratégie en se disant que, bon, cette situation est déjà régularisée, nous attendons la mise en solde. Par exemple, les rappels. Les rappels également, c'est une situation créée par le fait que nos situations sont gardées de manière qui ne bouge pas, ne bouge pas. Quand on ne nous paye pas, quand on bloque nos situations administratives, quand on régularise quelques années plus tard, on nous doit de l'argent. Or, ce qui aurait dû se faire, c'est que cet argent soit payé automatiquement. Parce que dans le privé ou dans certaines administrations, dès que c'est régularisé, on vous paye. Donc nous souhaitons que toutes ces petites situations qui gênent, qui ne permettent pas à ce que l'enseignant soit à l'aise dans sa salle de classe, parce que tant qu'il sait qu'on lui doit un rappel, tant qu'il sait que sa situation administrative n'a pas bougé, il aura du mal à s'investir à fond. Alain Mangwa dit la Fédération syndicale des enseignants de l'éducation nationale, dont vous êtes le secrétaire général, la FECENA, estime qu'il faut aujourd'hui mettre à la disposition des enseignants quelques 3000 postes budgétaires. C'est bien ça? Disposition du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons fait un petit calcul simple. Il y a aujourd'hui plusieurs enseignants qu'on appelle les non-décisionnaires. C'est-à-dire que ce sont des enseignants qui ont été affectés dans les salles de classe par les collaborateurs du ministre de l'Éducation nationale, en se disant qu'il y aurait des postes budgétaires, mais quelques années plus tard, les postes budgétaires ne sont pas arrivés. Ces collègues-là ont travaillé pendant des années, sans salaire, plusieurs d'entre eux, et nous pensons qu'il y a une injustice qui a été créée, et nous souhaitons que cette injustice soit réparée. Nous avons créé l'année dernière, dans le cadre de notre grève, une commission qui était chargée de regarder ces dossiers et de lancer le processus de recrutement. Sauf que depuis bientôt 4 mois ou 5 mois, cette commission ne s'est plus réunie. Nous souhaitons que cette commission se poursuive, qu'on sache réellement qui mérite d'être fonctionnaire. Et en ce moment-là, les postes budgétaires qui seront demandés vont servir également à ça. Nous souhaitons également que le ministère règle la situation de plus de 700 enseignants qui sont en pré-salaire. Il y a également à côté le déficit qui est là, les enseignants, les salles de classe où il n'y a pas d'enseignants de mathématiques, de sciences physiques ou autres disciplines. Nous souhaitons également que toutes ces situations soient regroupées, mises sur la table, et notre petit calcul, qui n'est peut-être pas objectif, qui n'est peut-être pas précis, nous savons que c'est au moins 3000 postes budgétaires. C'est possible. Ils l'ont fait, le gouvernement l'a fait en 1997, en recrutant les 1200. Ces 1200 postes budgétaires qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour combler le déficit au primaire. Il y a eu 500 postes budgétaires en 2000 et en 2014, il y a eu plus de 6000 postes budgétaires qui ont été mis à la disposition du ministère pour régler tous les problèmes de recrutement. Donc c'est possible. Tout simplement parce que cette situation est revenue parce qu'on n'a pas su planifier. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois qu'on aura réglé cela, on rentrera maintenant dans la planification de manière à ce que ces situations ne nous rattrapent plus. Alain Mangwa dit, alors il y a le déficit observé en termes d'enseignants, on l'a dit, notamment au niveau du secondaire, surtout dans certaines matières, les matières scientifiques, dans certaines régions du Gabon, mais il y a que vous avez également fait le constat d'un certain déficit en termes de personnel, d'encadrement, c'est bien ça? Oui, le personnel d'encadrement, il n'y en a pas assez. Vous savez, les personnes d'encadrement interviennent à plusieurs niveaux. Encadrer les enseignants sur le terrain, c'est-à-dire les évaluer et les amener à devenir plus performants. Ils interviennent au niveau des examens, ils interviennent au niveau des postes de responsabilité. Donc, et aujourd'hui, dans certaines disciplines, on ne trouve que 2 ou 3. Il est anormal qu'un pays qui a de la ressource comme le nôtre puisse avoir un déficit dans ce domaine, tout simplement parce que les choses n'ont pas été planifiées. Et c'est pourquoi nous disons à notre niveau que si, par exemple, aujourd'hui, en conseiller pédagogique, sciences physiques, la matière que je connais, il y a 8 en formation. Or, les inspecteurs, je crois qu'ils doivent en avoir 4 ou 5 par là. Mais ils doivent parcourir tout le Gabon pour évaluer ces enseignants. Ils ne peuvent pas le faire, quelle que soit leur bonne volonté. Donc, nous souhaitons qu'un plan également de formation des encadreurs pédagogiques soit mis en place. C'est-à-dire que ceux qui sont en formation, quand ils sortent, il faut trouver une autre formule pour qu'ils soient formés d'autres, pour qu'on passe de 5 à 10, 15 et ainsi de suite. Donc, malheureusement, le manque de planification nous conduit à ces situations et nous souhaitons que nous mettre fin à ces
déficit. Nous souhaitons qu'il y ait une véritable planification, que les encadreurs pédagogiques soient régulièrement sur le terrain, parce qu'ils sont affectés à l'IPN, ils sont affectés dans les DAP, ils sont affectés au ministère. S'ils ne sont que 5, vous verrez qu'ils ne seront nulle part. Alors aujourd'hui, est-ce que vous estimez, en ce qui concerne par exemple l'âge du départ à la retraite des enseignants au Gabon, est-ce que vous estimez qu'on est dans les normes qu'il faut peut-être revoir par rapport à la spécificité de votre métier? Bon, moi je dis que ça va être peut-être une facilité. Si on organise régulièrement les recrutements, et dans ce cas, la prolongation ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est celui qui se sent encore apte à être dans une salle de classe ou encadré qui pourrait demander à prolonger. Encore que la fonction publique, le statut général de la fonction publique le permet, sauf que cette mesure n'est pas souvent appliquée. Mais je crois qu'on peut trouver un mécanisme qui pourrait permettre de ne pas perdre cette expertise qui serait avérée lorsqu'on est devenu inspecteur ou conseiller pédagogique. On a une certaine expertise, mais c'est au gouvernement de réfléchir, avec nous bien sûr, voir comment on pourrait capitaliser cette ressource. Alors si on faisait le point également sur, on va essayer d'anticiper, hein, on va dire, on sait que ce calendrier scolaire 2022-2023 a été acté ou enclenché très tôt, avec la reprise des cours en début de mois de septembre, si je ne me trompe pas. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on avait repris les cours aussitôt dans notre pays. Les examens concours, les dates sont connues. Les dates sont connues, oui. Évidemment, et que vous allez, comme de coutume, prendre une part importante au niveau de votre présence, vous, enseignants, les vacations. Oui, chaque fois, c'est ce que nous on a l'impression que vous faites un petit chantage au ministère de l'Éducation nationale sur cette question de vacations, quelques jours ou quelques semaines avant l'organisation des examens. Qu'en est-il? Il n'y a aucun chantage. Pour nous, les syndicats, nous souhaitons que les vacations soient payées après service fait. C'est possible. C'est un petit calcul qu'on fait. On connaît le nombre d'heures qu'on aura, ainsi de suite, le nombre de copies à corriger. On sait, on peut payer les vacations après service fait. Nous comprenons aussi la difficulté qu'il y a peut-être. Mais nous souhaitons dans ce cas qu'on n'attende pas la veille des examens pour payer les vacations. Nous pensons que d'ici la fin de l'année civile, c'est-à-dire d'ici décembre, si le gouvernement veut, le gouvernement peut payer les vacations des examens de l'année dernière. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont attendre d'être sous pression pour payer. Non, évitons ce genre de situation. Il faut apaiser le climat dans notre secteur et pour apaiser, il faut faire les choses comme il se doit. Nous avons fini les examens. Le processus des examens va bientôt commencer parce que les examens ne commencent pas seulement avec les écrits. Ça commence avec l'enregistrement des candidats, ça commence avec tous les documents qu'il y a. Mais on ne peut pas commencer ce processus normalement avant le paiement des vacations. Donc nous souhaitons, nous espérons que le gouvernement est à l'œuvre pour que les vacations soient payées avant la fin de l'année civile, donc d'ici le mois de décembre. Alain Mangouadi, alors vous êtes évidemment au fait de toutes les questions inhérentes au fonctionnement, à la vie au sein du ministère de l'Éducation nationale. On a applaudi de demain la sortie de terre d'un certain nombre d'établissements flambant neufs dans le Grand Libreville, au Cap-Estérias, dans la partie de Bikele ou de Bizango, dans Libreville aussi. Ces établissements-là sont flambant neufs. Ils viennent quelque peu résoudre le problème des déficits en termes d'effectifs constatés. Alors, la réaction des partenaires sociaux par rapport à la construction de ces nouvelles écoles? Nous nous réjouissons. Sauf que nous souhaitons que toutes les écoles qui sont créées, ou encore les anciennes écoles, s'adaptent aux nouvelles normes. Parce que nous constatons qu'il y a une différence entre ces écoles que nous visitons, qui sont inaugurées, et les anciennes écoles. Dans plusieurs écoles, par exemple. C'est quoi les nouvelles normes? Par exemple, les normes, il y a, je sais que c'est qu'existe la loi. Il y a par exemple les terrains des aires de jeu, les terrains de basket, les terrains de football. Il faut mettre tous nos établissements à cette norme. Sinon, il y a une injustice. Parce que celui qui sera, par exemple, à l'établissement d'Ali Bandeng et celui qui est, je ne sais pas, en Zayom, ils ne sont pas formés dans les mêmes conditions. Mais pourtant, ils vont être évalués dans les mêmes conditions. Donc, si nous voulons être équitables ou justes, il y a des choses à corriger. Mais nous nous réjouissons. Sauf que cette situation également
crée d'autres problèmes. Nous avons par exemple constaté qu'au niveau de Bizango, par exemple, au niveau du PK13, les effectifs ont explosé. Tout simplement parce que la majorité des élèves qui étaient dans l'établissement privé, quand les parents ont vu la beauté de l'édifice, ils sont allés chercher leurs enfants pour les amener dans cet établissement. Ça veut donc dire qu'il faut nécessairement, à côté de ces écoles, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable planification. Il ne suffit pas de créer et se dire, OK, on a construit, il faut voir, on doit normalement faire une évaluation pour cette année. L'année dernière, il y avait des effectifs. Cette année, nous sommes passés à quel effectif? Et si on fait une programmation, on pourrait aller à quel effectif l'année d'après? En ce moment-là, on regarde dans la zone de Bizango s'il y a un autre terrain déjà programmé la construction d'un autre établissement. Parce que sinon, on pense régler le problème, mais on créera plutôt d'autres problèmes. Il y a par contre des établissements où il n'y a pas de souci, parce qu'au niveau du secondaire, j'ai l'impression que c'est un peu plus rigoureux. Et en fonction des responsables qui sont désignés, chacun fait tout pour préserver ou pour garder les bonnes conditions d'apprentissage. Ce qu'on va aussi faire, c'est qu'il faut que l'État mette les moyens, parce que ces édifices, il faut les entretenir. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de moyens mis à disposition pour entretenir ces établissements. Nous espérons que le gouvernement va faire revenir les budgets d'établissement, parce qu'il y a quelques années, il y avait bien des budgets d'établissements au primaire qui n'existent plus à ce jour. Nous souhaitons que le gouvernement fasse revenir les budgets d'établissement pour permettre à ses collègues qui sont responsables d'établissement d'entretenir ces établissements. Alors, Alain Mangouadi, il y a évidemment d'autres aspects qui sont importants, qui ont un lien peut-être direct avec l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez que l'école gabonaise est capable de se réinventer aujourd'hui pour pouvoir s'adapter au contexte qui prévaut dans notre pays? J'ai envie de mettre en relief 2 points qui me paraissent être importants par rapport à la politique élaborée par l'exécutif, donc les pouvoirs publics. Premièrement, en matière de développement durable, vous le savez aussi bien que moi que le Gabon aujourd'hui est cité comme étant l'un des pays, sinon le pays leader en matière de préservation de l'environnement sur le continent. Le Conseil des ministres, je pense du 13 octobre dernier, a acté le fait que le Fonds gabonais d'investissement stratégique soit l'entité qui commercialise les crédits carbone sur le marché international. Donc c'est un gisement de plus-value par rapport au budget de l'État. Les questions liées à l'environnement, la protection de la nature, est-ce que vous pensez que l'école gabonaise devrait s'adapter à cette réalité? L'école gabonaise devrait être le moteur. C'est là où on apprend, c'est là où on s'accommode, on intègre certains éléments pour la vie courante. Les problèmes d'environnement sont d'actualité même dans nos traditions. Moi, j'ai grandi au village. La jachère, c'est la mise en pratique des problèmes d'environnement. On ne peut pas exploiter un champ pendant plusieurs années. Donc, nous devons intégrer ces éléments dans la formation de nos enfants. Je crois que c'est même déjà prévu. Ils sont en ce moment en train de mettre, je crois, les profils de formation. Et nous souhaitons tout simplement que ce soit appliqué et que chaque Gabonais tienne compte des problèmes d'environnement et œuvre à lutter contre la pollution et toutes les pratiques malsaines qui polluent notre environnement. Deuxième point, c'est celui relatif à l'introduction de l'apprentissage de l'anglais, je pense depuis le pré-primaire et le primaire, avec une fois de plus, évidemment, la volonté affichée par les pouvoirs publics d'intégrer le Gabon au Commonwealth. Il y a un programme qui avait déjà été lancé de formation d'enseignants gabonais au Ghana, évidemment. Votre point de vue sur cette question? L'apprentissage de l'anglais? Non, l'anglais est une langue très parlée et qui sert dans tous les domaines. Ça veut donc dire qu'il faut que les conditions soient mises. Nous avons des enfants qui apprennent dans des établissements bilingues. Un enfant de 4 ou 5 ans a un niveau de 5e en anglais de nos établissements. Ça veut donc dire que si on se met à l'œuvre, nous pourrons avoir dans quelques années un pays totalement bilingue. Mais pour cela, il faut aussi que la formation des enseignants suive. Parce qu'on a eu par exemple un souci avec l'approche par les compétences de base. On a voulu intégrer l'APC dans l'enseignement primaire. Sauf que les écoles de formation ne donnaient pas les modules en rapport avec l'APC. Ce qui fait que quand ils sortaient et venaient dans les salles de classe, ils ne pouvaient pas utiliser l'APC. Donc si on veut réellement
intégrer l'anglais dans la formation de tous les Gabonais, il faut commencer dans les écoles de formation. À l'ENI, en ce moment, je suppose qu'ils vont tenir compte également des cours d'anglais pour ces enseignants qui sont en formation. Et nous également à l'UNES, j'espère qu'on donnera des éléments pour nous permettre de communiquer en anglais. Ce serait bien également dans le cadre des échanges, parce que dans beaucoup des travaux de recherche, il y a beaucoup plus de publications en anglais. Donc ça va aider beaucoup d'enseignants à peut-être poursuivre leurs recherches et soutenir leur thèse de doctorat, parce qu'il y a beaucoup plus de publications dans cette langue. Alors, on reste dans le domaine de l'éducation. Je sais que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, que vous avez vu certainement cette petite polémique qui n'a pas encore enflé, mais bon, petite polémique quand même sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, au sujet d'un manuel, je pense, qui a été élaboré par l'IPN, ou je ne sais pas où on parle d'une erreur qui serait glissée dans un livre en rapport avec la superficie du Gabon. Le manuel met en relief une superficie de 266 000, alors que depuis le primaire, on a tous appris que la superficie du Gabon est de 267 000 km². Quand on tombe face à ce genre de situation, comment on fait? On laisse passer ou on rectifie? Vous savez, je ris, pourquoi? Parce qu'au cours d'une réunion où on parlait, je crois, de réforme, j'ai proposé, au cours d'une assemblée, la création de la direction du manuel scolaire au Gabon. C'est un problème. Qui gère le manuel scolaire au Gabon? On dit que c'est l'IPN. OK. Mais est-ce qu'il y a une politique du manuel scolaire au Gabon? Rien. J'ai participé à la commission du choix des manuels scolaires. Il est arrivé que dans certaines disciplines, nous sommes obligés de ramener des manuels qui datent de plus de 40 ans. Ça veut donc dire qu'au Gabon, nous n'avons pas mis en place une véritable politique du manuel scolaire. Ce qu'il faut pour éviter de telles situations, parce que le processus c'est quoi? Je ne sais pas, je vais vérifier si c'est l'IPN qui a édité le livre, mais logiquement, au Gabon, ce sont des privés qui sont censés éditer les livres. Ensuite, ils viennent proposer ces livres à la validation au niveau de l'IPN. Maintenant, ce que l'IPN doit faire, c'est de regarder, de mettre en place une commission technique qui regarde en profondeur les ouvrages. Cette situation, malgré les justificatifs qu'ils vont donner, donne l'impression d'un manque d'attention. C'est-à-dire que ceux à qui on a donné la tâche de regarder ce manuel, s'il est conforme à ce que nous faisons, ils ne l'ont pas fait correctement. Malheureusement, ils veulent le justifier aujourd'hui, mais logiquement, ceux qui sont à l'origine de cette situation devaient tout simplement démissionner. Il est anormal parce que ce sont les parents qui nous font, qui relèvent cette situation. Ça veut aussi dire qu'il y a un souci parce que si celle qui est intervenue dans les réseaux sociaux dit que la situation est là depuis 2008, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, ça veut donc dire que cette situation qui a enseigné depuis 2008, personne ne l'a relevée pour qu'elle soit corrigée. Nous pensons que non, qu'il faut éviter de rentrer dans ce genre de pratiques qui n'honorent pas notre pays. Quand un livre n'est pas, disons, si la procédure n'a pas été respectée, quand on relève cette erreur, il faut sortir le livre du marché, il faut tout faire pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. On se moque de nous aujourd'hui, ça fait le buzz. Donc, mais il faut trouver un moyen. Moi, ma proposition, c'est qu'il faut réellement qu'on ait une véritable politique du livre au Gabon, qu'elle soit pensée, qu'elle soit mise en place de manière à ce que chaque parent, chaque Gabonais sache quel est le livre qui serait utilisé et chacun d'entre nous pourrait avoir un regard dans tous les manuels qui seront mis à la disposition de nos élèves. Alain Mangouadi, avant d'aborder quelques points en rapport avec la CONACYCED qui organise son congrès le samedi prochain, peut-être évoquer aussi un phénomène tristement célèbre aujourd'hui dans notre pays et fortement décrié depuis quelques années maintenant, celui relatif aux violences en milieu scolaire. Ces dernières semaines ont été secouées par certaines vidéos virales sur les réseaux sociaux, une fois de plus évidemment, de jeunes enfants, élèves se faisant agresser par d'autres élèves dans les établissements. La question de la violence en milieu scolaire, comment y mettre fin? Nous pensons, pour avoir participé à plusieurs ateliers dans ce sens, que ça doit être une sorte de coalition de lutte contre la violence en milieu scolaire qui devrait être mise en place. C'est-à-dire que les parents, les enseignants, les responsables de l'administration, nous devons nous organiser pour mettre en place des campagnes de sensibilisation contre la violence en milieu scolaire. Et chaque enseignant, parce que nous sommes des responsables, il y a des enseignants qui se disent, ils se contentent de venir faire le cours de sa discipline,
Ils doivent, à chaque fois qu'ils viennent, sensibiliser nos élèves dans les problèmes de société. Problèmes de grossesse précoce, problèmes de violence en milieu scolaire, problèmes de moyens sexuellement transmissibles. Toutes ces situations doivent être évoquées par les enseignants dans les salles de classe. Nous sensibilisons également au niveau de nos différents syndicats pour dire à nos collègues quels sont les acteurs majeurs dans le système éducatif, qu'ils ont l'obligation d'attirer, d'interpeller les élèves pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Nous espérons tout simplement que nous allons nous asseoir au niveau du ministère pour mettre en place cette coalition des parents, des enseignants, des responsables de l'administration pour la lutte contre la violence en milieu scolaire. Alors, nous pouvons le faire. Alain Mangouadi, il y a certains qui ont pensé, qui ont réfléchi et qui ont fait des propositions au ministère de l'Éducation nationale pour essayer de peut-être régler le problème en amont en fournissant au ministère des personnels formés qui feraient justement ce travail-là dans les établissements. Je vais le citer, Emmanuel Mvemba, que vous connaissez très bien, qui est le patron du CAP, qui a créé Encadrement Plus, qui travaille avec certaines structures privées, par exemple. Est-ce que c'est un début de solution? Moi, j'opte pour la transmission des valeurs. Nous ne sommes pas dans une société violente. Nous savons que dans nos maisons, chaque parent peut dire à son fils que faire une bagarre n'est pas digne d'un homme. Non, on parle de plus en plus de démission parentale, oui, de démission, par rapport à ces situations. C'est pourquoi je dis que l'enseignant qui est au contact de l'enfant tous les jours se met également à l'œuvre. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il vient tout simplement faire son cours. Mais entre nous, la violence en milieu scolaire, ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'établissement. Mais quand il sort de l'établissement, qui les gère? Donc c'est une culture que nous devons donner à nos enfants. Une culture non violente. Mais pour y arriver, il faut que chacun d'entre nous s'implique. Il faut que chacun d'entre nous se sente concerné. Je serais touché, choqué d'avoir un de mes élèves qui agresse un autre. Je me serais dit, je n'ai pas fait correctement mon travail. Parce que nous sommes les éducateurs, nous sommes censés éduquer dans tous les domaines de la vie. Nous éduquons également par notre attitude, c'est-à-dire que nous, en tant qu'acteurs, nous devons être des personnes non violentes, mais également évoquer ces sujets pour dire clairement aux jeunes gens, aux élèves, à nos petits frères que c'est en ayant des comportements non violents que nous pourrons construire une société harmonieuse. Alain Mangouadi, on aborde le point relatif donc à ce congrès de la CONACYCED dont la FECENA est membre, un congrès ordinaire, c'est ça? Oui, congrès ordinaire, il aurait dû se tenir normalement il y a à peu près au mois d'avril. Sauf que vous savez, malheureusement, que nous avons perdu notre dernier délégué général, M. Patrick Mombo, père son âme. Et nous devons donc renouveler nos structures, les responsables de notre organisation, notre suprastructure. Donc le 29 et le 30 octobre prochain, la CONACYCED va organiser son congrès. Au cours de ce congrès, comme je l'ai dit, il y aura l'élection des responsables. Il y aura également la révision de nos textes, parce qu'il y a plusieurs défaillances qui ont été constatées pendant notre fonctionnement, et c'est le moment pour nous de réajuster le tir. Mais ce que nous souhaitons plutôt, moi je me considère un peu de la vieille génération. Nous sommes dans une période de transition, à mon avis. Il y a des jeunes collègues qui nous rejoignent, des jeunes enseignants qui nous rejoignent dans le corps enseignant, que nous souhaitons également intégrer dans les charges du syndicalisme, et nous voulons les aider à prendre le relais de la CONACYCED. Moi, par exemple, au niveau de la FECENA, mon bureau a été pratiquement renouvelé aux 3/4. Et c'est donc des jeunes gens à qui nous devons donner des valeurs, à qui nous devons dire que le syndicaliste, ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas un opposant, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait qu'invectiver, mais c'est quelqu'un qui sait poser les problèmes, qui sait faire des plaidoyers, qui sait faire des propositions et faire avancer les choses. Le syndicaliste est un acteur important du système éducatif dans un système partenarial comme le nôtre. Et nous souhaitons tout juste que la CONACYCED soit un exemple de démocratie. Exemple de démocratie, c'est le respect des textes, c'est le fait de faire évoluer également notre organisation dans des domaines que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, au niveau de la FECENA, en ce moment, nous avons une gestion d'un fichier numérique.
d'intégrer les nouvelles technologies dans notre fonctionnement. C'est ça un syndicat qui avance, c'est un syndicat qui va vers le progrès. Mais le syndicaliste doit également être un homme cultivé, un homme qui maîtrise les contours de la situation. Nous sommes là pour aider ces jeunes qui vont sûrement être les Alain Mogwadi, les Louis Patrick Mombo, en tout cas les syndicalistes de Ndoezo Simon dès demain. Donc nous avons cette obligation, c'est pourquoi au niveau de la FESENA, par exemple, nous voulons que les textes soient respectés. Parce que nous avons constaté que dans nos organisations, on a tendance à vouloir tirer les choses vers le bas. C'est-à-dire que tout le monde, personne ne respecte les textes, et puis c'est celui qui respecte les textes qu'on veut imposer le fait de ne pas respecter les textes. Nous se dit non, nous disons que nous sommes une structure organisée, ce qui est censé nous guider, ce sont nos textes. Nos textes sont censés nous protéger. C'est quand nous constatons qu'il y a une difficulté, un souci, un problème, c'est en ce moment-là que le consensus doit nous guider pour nous permettre d'aller au-delà de tout ce qui est censé nous bloquer. Un congrès très important, vous avez déjà fixé le cap en mettant en relief quelques idées fortes qui vont donc sous-tendre l'organisation de ce congrès et des objectifs que vous souhaitez atteindre, surtout à la veille de 2023. On vous a vu un peu encarter ou faire le grand écart entre les revendications propres au secteur éducation et les revendications citoyennes sur le plan politique, notamment en 2016, la ligne de démarcation évidemment qui parfois n'existait plus entre le syndicalisme et la politique, même si vous aviez dit qu'un syndicaliste n'est pas un acteur politique. Oui. 2023, Alain Mogwadi, la CONACYCED, ça promet ou bien? Bon, la CONACYCED déjà n'est pas un parti politique, comme vous avez dit, sauf que nous voulons que notre système éducatif soit... Mais le vent vous pousse beaucoup du côté de l'opposition. Non, pas du tout. C'est le constat qu'on fait quand même. Le constat, on a vu les leaders de la société civile, dont ceux du secteur éducation, être très proches de l'opposition. Ça, c'est un constat quand même. Bon, sauf que nous avons une situation. Toutes les fois que nous avons des problèmes dans nos organisations ou dans notre système, nous adressons souvent à tous nos partenaires. C'est-à-dire qu'un parti politique est un partenaire de syndicat. Parce qu'un parti politique aspire un jour à prendre le pouvoir. Ou celui qui est au pouvoir également est un partenaire. Nous avons décanté des situations, par exemple... Vous soutenez officiellement certains acteurs politiques de l'opposition, c'est clair. C'est là, la CONACYCED, tout le monde le sait. Non, ce sont les individus qui soutiennent, et là aussi, il faut qu'on retienne qu'en tant que citoyens, oui, nous avons cette possibilité de nous engager politiquement. Maintenant, chacun d'entre nous est libre de soutenir son candidat. Par contre, la CONACYCED restera une organisation neutre dans cette campagne. Votre mot de fin, Alain Mogwadi? Vous remercier de nous donner cette opportunité d'expliquer notre vision des choses en ces débuts d'année scolaire. Et nous souhaitons tout simplement, comme je l'ai dit au cours d'une communication, que les bonnes volontés ne soient pas annihilées. Nous voyons quelquefois les bonnes volontés de Madame le ministre en ce qui concerne la réactivité pour les problèmes posés. Mais nous souhaitons qu'au niveau du gouvernement, il y ait cet accompagnement. C'est-à-dire que qu'elle ne se sente pas bloquée, qu'elle ne se sente pas butée, qu'on lui donne la possibilité d'apporter des réponses aux problèmes transversaux. Parce que sinon, qu'on le veuille ou non, on se retrouvera toujours dans une situation de blocage. Donc j'espère que les plus hautes autorités vont regarder cette année avec un peu plus d'attention, de manière à ce que les problèmes de postes budgétaires soient réglés, les problèmes des rappels soient réglés, les problèmes d'organisation régulière du concours soient réglés. Et en ce moment-là, je pense que notre système connaîtra moins de troubles parce que chacun d'entre nous se sentira en paix et à l'aise dans le travail qu'il fera. Merci beaucoup Alain Mogwadi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération syndicale des enseignants de l'éducation nationale, la FESENA. Vous êtes venu donc dans le métronome pour nous faire le point sur un ensemble de points qui sont propres donc au secteur éducation au Gabon. Merci de nous avoir regardé. Rendez-vous ce mardi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.